Bonsoir messieurs. Alors Tarek Ramadan, vous êtes l'islamologue ou l'intellectuel musulman comme on veut, peut-être le plus célèbre aujourd'hui dans le monde, à travers le monde. Hein. En tout cas, vous êtes l'un des plus célèbres. Vous allez peut-être bientôt pouvoir aller aux États-Unis puisque Barack Obama vous a autorisé maintenant à aller aux États-Unis puisque Bush vous avez interdit le chemin de l'université Notre-Dame dans le Michigan, mais maintenant vous allez peut-être pouvoir y aller. Hein. Ben, écoutez, pendant 8 ans, ça a été extrêmement difficile avec l'administration Bush. 6 ans où je n'ai pas pu y entrer. Et puis, avant-hier, une décision qui vient d'assez haut, effectivement, Barack Obama et Hillary Clinton. Oui, avec un petit communiqué disant que ça rentrait dans le cadre de l'amélioration des relations. Que je n'étais pas dangereux pour la démocratie américaine. Ce que je savais avant, mais que je suis content d'entendre aujourd'hui. On va voir si vous l'êtes avec Alain Minc. Alors lui, Alain Minc, il est essayiste, vous avez plusieurs casquettes, vous êtes aussi homme d'affaires. Vous êtes l'ami personnel de Nicolas Sarkozy, tout le monde le sait, et aussi de Martine Aubry. Je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs pour concilier les deux, il faudra nous expliquer votre secte. Je suis l'ami personnel de journalistes qui se détestent aussi, c'est la vie. Oui, et vous êtes... abandonné. Enfin, quand même, l'islam fait un peu peur à la main. On peut dire que dernière manifestation, l'actualité de cette fin de semaine et puis la semaine prochaine, avec les conclusions de la mission parlementaire sur la burqa, qui dit que le port du voile intégral devrait être absolument interdit, je cite, absolument interdit dans les lieux ouverts au public. Et puis alors les parlementaires affirment aussi le voile intégral est contraire aux valeurs de la République que sont la liberté, la fraternité et la dignité de la personne humaine. Mais je vais vous répondre de manière très empirique. Quand je suis à Londres, voir des femmes avec une burqa ne me pose aucun problème. Quand je suis en France, ça m'insupporte. Il faut peut-être se demander pourquoi. Parce que dans la tradition française, qui n'est pas la tradition anglaise, à Londres, les Indiens sikhs étaient toujours avec leur identité. Dans la tradition française, c'est quelque chose d'assez insupportable. Écoutez, moi, bon, d'abord, une chose sur laquelle nous sommes d'accord, et commençons par là. Il va être très désarçonné si nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord sur un premier point, nous ne sommes pas d'accord sur 2 ou 3 autres points importants et cruciaux. La première des choses sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que vous parlez de la France comme un pays de migration et d'immigration, et c'est ce que vous avez vécu personnellement et que vivent aujourd'hui et qu'ont vécu pendant des générations des femmes et des hommes qui venaient d'Afrique du Nord. C'est similaire sur beaucoup de plans, c'est-à-dire l'installation et une génération, 2 générations, sauf que aujourd'hui, après 4 générations de Français, aujourd'hui français de confession musulmane, on continue encore à dire français d'origine immigrée. Alors que vous êtes peut-être de la 2e génération, on ne dit pas Alain Minc, français d'origine immigrée. Posez-vous la question de savoir pourquoi on ne le dit pas. Pour 2 raisons. La première des choses, c'est que de l'intérieur de l'Europe, avec la perception de la même culture, la couleur blanche de la peau, la même religion, la rencontre a été beaucoup moins conflictuelle, même si pendant les premières générations, on a dit trop catholiques, trop protestants, suivant le lieu où ils étaient, trop italiens, trop espagnols, trop portugais, mais avec le temps, les choses passent. Et je pense effectivement, je suis beaucoup plus optimiste qu'on ne le laisse entendre, qu'avec le temps, la présence musulmane va se normaliser. Il reste qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas tenir compte du fait qu'en France, mais dans beaucoup de pays européens, il y a une vraie peur de la présence musulmane, avec l'idée qu'il y a une colonisation, il y a une nouvelle visibilité. Alors après, on utilise des symboles, on en met 1, 2 ou 3 au gouvernement pour donner l'impression qu'on a intégré. L'intégration des symboles n'est pas l'intégration des populations. L'intégration des symboles, c'est de la politique politicienne chez certains, si vous suivez mon regard parmi vos amitiés. Et donc, en l'occurrence ici, le véritable processus, c'est effectivement de reconnaître que dans les millions de Français de confession musulmane aujourd'hui, la question de l'intégration culturelle et religieuse, elle est acquise. Ils sont français. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de nous faire des problèmes sur quelques centaines de personnes, où moi, je vous le dis en tant que musulman, je ne pense pas que ce soit une prescription musulmane, mais de nous faire un tapage médiatique au point de mobiliser les populations autour aussi de l'identité nationale. Mais qu'est-ce que c'est que cette farce que l'identité nationale? Vous n'êtes pas partisan du... Non, mais vous êtes trop politicien. Moi, je pense que... Attendez, je pense on m'avait jamais dit ça. Mais je vous lis depuis longtemps et je vous sens. Vous avez souvent des
des astuces dignes d'un bon conseiller général du Midi de la France. Le conseiller, c'est vous, c'est pas moi. Et donc de ce point de vue-là, vous savez, méfiez-vous, les vagues d'intégration et de symboles pourraient aller jusqu'à vous. Non, je crois simplement... sans aucun problème. Moi, je crois que la résolution est un acte intéressant. D'abord, ce serait une première, puisque c'est un nouveau texte prévu par la Constitution. Ça voudrait dire, si elle est unanime, que, disons, la France institutionnelle souhaite qu'il n'y ait pas de femmes en burqa, pour des tas de raisons liées aux droits de la femme, à nos valeurs. À mes yeux, la loi ne devrait pas venir tout de suite. Elle ne devrait dire que si, face à ce signe que unanimement la représentation nationale donne, il n'y a pas d'effet, et ça n'est pas suivi d'effet, alors là, personnellement, je pense qu'une loi avec une sanction symbolique, mais avec un peu de sanction, serait la bienvenue. Mais j'ose espérer que s'il y a une résolution votée à l'unanimité, ça dissuadera beaucoup de celles qui veulent porter la burqa de le faire. Et donc je suis, si vous voulez, pour une incitation un peu forte. Vous êtes pour une incitation un peu forte. Je peux vous poser une question? Vous êtes un conseiller des... Attendez, je n'ai pas terminé. Laissez-moi poser la question. Je peux revenir sur un des propos que vous avez dit qui m'a beaucoup frappé. Mais qui m'a beaucoup frappé parce que dans votre vision de l'immigration des années antérieures, celle à plus grande assimilation, mais vous avez sans doute eu une petite retenue. Je ne sais pas pourquoi, vous n'avez pas parlé de l'immigration dont je suis issu, vous n'avez pas parlé de cette immigration juive d'avant la guerre qui a été soumise en réalité, j'ai dit avant la guerre, je ne parle évidemment pas de la guerre où tout était, on sait ce qui s'est passé, a été soumise à un degré d'ostracisme qui fait que par exemple des gens qui avaient fait leurs études en France mais qui étaient à l'époque étrangers, une fois naturalisés, devaient repasser leur cursus entier d'études pour pouvoir s'installer dans leur métier. Je veux dire, la France a connu à l'égard de ces immigrés blancs de l'Est ou du Sud, catholiques ou juifs, un degré d'hostilité qui est très au-dessus du degré d'hostilité dont souffre dans la vie courante, mais pas dans la vie institutionnelle, la communauté musulmane. Je vais d'abord vous dire une chose qui, sur le principe, pour moi, ne se discute pas. Je ne quantifie pas et je ne compare pas les hostilités comme les souffrances. Vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui, dans la vie quotidienne des Français de confession musulmane, l'intensité de l'hostilité à laquelle ils ont affaire. Vous ne pouvez pas le savoir. Mais elle n'est pas légale. Elle n'est pas légale. Elle est de fait. Attendez. Elle n'est pas légale, elle est quotidienne. Quand vous vous appelez ou Fatima ou Abdallah et que vous arrivez sur le marché de l'emploi, bonjour pour l'égalité des droits. Et vous le savez comme moi. Alors ne comparez pas les souffrances, nous sommes sur un mauvais terrain et ce n'est pas bon pour les principes de la République. Ce n'est pas bon pour les principes même de la mémoire. Ne comparons pas les souffrances. Reconnaissons les souffrances de chacun et aujourd'hui, quand même, en termes d'intégration par le social, c'est-à-dire l'égalité des droits, c'est-à-dire la reconnaissance véritable, autrement que sur un terrain de football, parce que sur un terrain de football, on ne demande jamais l'origine du footballeur qui mettra des buts pour l'équipe de France. Mais sur le marché de l'emploi, dans les banlieues françaises, chaque fois qu'on est arrêté, on se souvient d'où vous venez. Mais laissez-moi juste dire une chose. Vous avez dit... Mais vous avez fait une comparaison qui, je trouve, est extrêmement maladroite. Elle ne nous aidera pas à avancer. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire... J'ai remarqué que vous aviez du mal à prononcer le mot juif, c'était tout. Non, ça, alors, véritablement, s'il y a une chose sur laquelle vous ne pourrez pas me reprendre, c'est la reconnaissance. J'ai écrit ceci en 2001. La reconnaissance de la souffrance du peuple juif en Europe, ça ne se discute même pas. L'écoute dans les cours en France de tout ce qui a concerné l'extermination des juifs, ça ne se discute même pas. La réalité de la discrimination des juifs en France, ça ne se discute pas. Je vais même aller plus loin. Il y a certains penchants, certaines attitudes qui sont liées à un racisme qu'on a connu vis-à-vis des juifs et qui ont tendance à se déplacer vis-à-vis des arabes et des musulmans aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de dire. Je vais même vous dire une chose. Je veux que la conscience et la mémoire de ce qui s'est fait, de cette horreur qui s'est faite en Europe vis-à-vis des Juifs, on la retienne pour qu'on ne recommence pas avec d'autres populations aussi. Il faut que ça cesse. Vous pointez du doigt les discriminations sociales dont sont victimes les musulmans de milieux populaire, un peu plus grande que celle des Français dits de souche. Attendez, un peu plus grande que celle des Français dits de souche de milieu populaire, parce que la question sociale est parfois prédominante par rapport à la question religieuse. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je pense, si vous voulez, que là-dessus, nous avons évidemment tous la même perception. Je crois qu'il y a une conscience de la société française, par exemple, y compris dans un univers aussi conservateur que l'univers patronal, qui fait que on voit peu à peu les
comportements bouger. On voit arriver, ce n'est pas un hasard, le curriculum vitae anonyme. On voit des débats en termes de diversité. Quand on pose le problème, comme il a été posé, des boursiers dans les grandes écoles, je ne sais pas si vous avez vu que François Pinault et moi, qui sommes deux êtres un peu différents, nous avons signé un même article pour dire que c'est une honte de dire qu'on ne veut pas davantage de boursiers et qu'on ne veut pas forcer les procédures pour avoir davantage de boursiers. Avoir davantage de boursiers, c'est évidemment avoir davantage d'enfants de la communauté musulmane pour s'intégrer. Je pense que la société française, elle est loin d'avoir réglé le problème, mais elle s'est mise doucement en mouvement. Et quant à C'est bon à terminer le raisonnement alors. C'est de la politique politicienne quand on présente des ministres, mais qu'avec ceux-ci, il n'y a pas de véritable politique de terrain. Parce qu'après 2005, dites-moi ce qui a été fait dans les banlieues françaises. Dites-moi quelle politique nous avons proposée. Moi, je parle de symbole prétexte quand derrière, il n'y a pas de politique sociale. C'est de cela dont je parle. Et la deuxième des choses, je suis tout à fait d'accord, et je suis le premier à le reconnaître, il y a des étapes. On a évolué dans un certain nombre de dossiers, c'est une évidence. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas de vision sociale, comme on est en train de laisser et d'oublier les banlieues, comme il n'y a pas de politique éducative, comme il n'y a pas d'encadrement social, eh bien, on fait de la distraction stratégique. Et la distraction stratégique, c'est de nous parler de la burqa, qui concerne certaines centaines de personnes. Et vous êtes en train de me parler, il faut qu'on aille pédagogiquement, qu'on fasse comprendre aux femmes. J'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce que vous allez dire, vous, conseiller du président et d'autres responsables politiques? Comment vous allez faire quand on a des relations économiques avec ces femmes de princes et de rois qui viennent et qui sont ceux qui défendent religieusement le port du niqab? Vous allez leur dire quoi quand ils vont descendre de l'avion en France? Qu'il faudra une loi d'exception pour elles? Comment vous allez le faire? Parce que c'est de l'hypocrisie, ceci. Vous savez très bien que c'est de l'hypocrisie. Vous avez, comme moi, certainement pris des avions qui vont d'Arabie Saoudite en France, et vous voyez les femmes qui vont dans les toilettes souvent enlever leur voile et mettre leurs bijoux Chanel pour arriver sur le sol français. Moi, je vous parle des femmes de princes et de rois. Mais je vous parle de femmes. Il y a aussi des femmes de princes et de rois. Bon, oui, mais ça, vous n'allez pas confondre notre identité culturelle, historique et la raison d'État. Vous savez, la raison d'État, ça consiste à faire des tas de concessions. Mais oui, mais bien sûr, la raison d'État. Mais non, la raison d'État, c'est pas l'argent. Dites quand on aura de l'argent, le burqa ou pas, avec de l'argent, ça passera. Non, pardon, elles ne vivent pas en France, elles ne vont pas à la sécurité sociale. Mais elles ont de l'argent qui vous fera taire. Mais elles vont au crayon. Moi, je m'en fous de la burqa au crayon. La burqa, la sécurité sociale. Elle ne vous gênera pas, la burqa, avec des millions de dollars. Vous le savez. Monsieur Minc, je vous connais, des millions de dollars, burqa ou pas, ça passe. Non, attendez. Là, ça, c'est de la rhétorique. C'est pas de la rhétorique, c'est de la réalité. Qui me laisse penser que vous avez toutes les chances dans une élection de conseiller général, je vous le redis. Mais je vous prendrai comme conseiller. Non, mais vous êtes capable de vous débrouiller tout seul. Vous savez très bien qu'on ne peut pas comparer de la même manière la vie, la représentation de la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui a la burqa? Vous êtes sûr qu'elle incarne sa liberté? Vous êtes sûr que c'est conforme aux droits de la femme? Je sais que nous avons certainement, on en a déjà parlé chez France, une certaine divergence sur les droits de la femme. Puisque... Non, on n'a pas parlé de la femme, mais je vais vous dire une chose, ne me reprenez pas là-dessus. Sur la question... Non, mais je sais, sur la question... en pilotage automatique. Oui, en pilotage automatique, parce que je suis tellement habitué à ce discours qui me dit ce que je pense avant même que j'ai pensé pouvoir l'avoir dit, que je vais vous dire simplement une chose. Sur la question du droit de la femme, de ce processus d'émancipation, ça fait 25 ans qu'il faut faire ce travail. Mais je vais vous dire une chose, ça n'est pas de la façon dont vous avez lancé le débat en France sur la burqa, sur la commission, avec des lois qu'on va faire évoluer les mentalités. Est-ce que je peux vous reposer la question que je vous ai déjà posée, que d'autres vous ont posée, qui est quand même intéressante sur la conception des droits de la femme? Est-ce que votre pensée a évolué à propos de la suspension de la lapidation des femmes adultères, ou est-ce que vous êtes pour l'abolition de la lapidation des femmes adultères? Monsieur Minc. Comme on se voit tous les 2 ans, je peux penser que votre pensée a bougé en 2 ans. Vous savez, monsieur Minc, j'aurais aimé que pendant ces 2 ans, vous m'ayez lu un tout petit peu. Malheureusement, manifestement, vous n'avez pas lu. Parce que j'ai répondu. Non, attendez, j'ai participé sans doute à 5 ou 6 émissions. J'ai chaque fois répété la même chose. Et aujourd'hui, cette pensée, elle est claire. Donc je ne vais pas y revenir. Mais revenez, c'est pas ça. Parce que là, vous êtes en train d'essayer de revenir sur quelque chose où je devrais me justifier. Moi, j'en viens à l'idée. Monsieur Minc, répondez-moi à cette question. Répondez-moi à cette question. Je pense que quelqu'un qui défend la burqa, j'aimerais qui accepte, qui dit c'est une liberté, ça ne me pose aucun problème. Je vous dis pas ça. Vous avez dit que vous êtes contre l'interdiction de la burqa. Mais monsieur, moi je vous pose la question. Non, mais vous êtes incroyable, vous ne me laissez pas terminer ma question. Ça serait bien la première fois que quelqu'un ne vous laisse pas terminer. Hein. Oh là là,
là là, celui que vous conseillez, Nicolas Sarkozy, ça a été sa technique. Laissez-moi donc terminer ma question. Ça ne lui a pas si peu réussi d'ailleurs. Bah, c'est pour ça que vous essayez. C'est pour ça que vous essayez. Donc j'aimerais juste terminer sur cette question-là. Dans un processus qui concerne à l'émancipation de la femme, quand vous avez des femmes, et moi je pense qu'elles se trompent sur la compréhension de l'islam, qui vous disent « moi je le porte de tout mon cœur et je le porte en ma conscience ». Vous arrivez, que ce soit une loi ou autre chose, on va décider pour elles. On décide pour elles des processus de leur émancipation. Ça ne marchera jamais. C'est pas comme ça qu'on développe le débat. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que le débat. On est sur la vraie divergence entre nous. Là, on est au-delà de la rhétorique et des effets de manche. Vous, au fond, vous considérez, au nom de votre conception de l'islam, si je vous comprends, et je vous ai lu, contrairement à ce que vous croyez, que une femme... Vous n'approuvez pas tellement le port de la burqa, mais vous considérez que c'est un problème religieux, d'identité, et c'est pas un problème de loi de la République. Mais c'est lié à votre conception. Vous avez traduit ma pensée, j'ai même pas pensé à ça, moi. Ah, mais moi, je vous ai lu, j'ai vu comment vous m'avez pas lu, parce que j'ai jamais dit une chose pareille. Mais vous considérez que, d'une certaine manière, la religion est plus importante que la loi de la République? Si. Non, dans ce livre-là, je le dis, respect absolu de la loi française. Mais là, on n'est même pas en train de parler de la loi française, puisqu'on est en train de parler d'une loi qui va venir. Mais ça sera la loi française. Si les vous dites, devant le fait accompli, on décidera d'une loi. Si après une résolution, ça ne change rien, il y aura une loi. Comme il y a eu ce débat pour le foulard, et que finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre de manière assez paisible. Mais le débat démocratique dans une république, monsieur, c'est de nous mettre d'accord, est-ce qu'on doit aller vers la loi ou pas? Aujourd'hui, avec tout ce débat-là, vous avez scindé la France en deux. Regardez le parti. Mais oui, le Parti socialiste ne vous suit pas, et on a bien compris que c'était une politique politicienne. Que Tarek Ramadan, vous êtes contre la loi, vous êtes pour la loi dans quelques temps. Je suis pour la loi si la résolution ne marche pas. Ouais. Mais alors, j'aimerais qu'on quitte la France un moment pour parler du monde. Cette peur de l'islam, elle se manifeste aussi dans le monde de plus en plus. Comment vous expliquez ça? Écoutez, en tout cas, elle se manifeste aujourd'hui sur plusieurs plans. Elle se manifeste en Occident pour plein de raisons. Sur plusieurs continents aussi. Sur plusieurs continents, que ce soit aux États-Unis. D'ailleurs, dans le discours d'Obama aux musulmans, il parle des États-Unis. Il ne faut pas nier qu'on a aujourd'hui des courants de pensée qui sont soit littéralistes, soit de ce qu'on appelle extrémistes violents. Donc, il faut que la pensée musulmane, que les penseurs musulmans, que les savants musulmans, du point de vue légal comme du point de vue religieux, prennent des positions extrêmement claires. Et je crois que ce qu'on voit, qu'il y a quand même une évolution, une position de plus en plus affirmée de condamnation. Vous, par exemple, Tarek Ramadan, vous êtes gêné quand vous voyez ce qui se passe, par exemple, au Yémen, en Indonésie, dans toute une série de pays avec les chrétiens, avec les églises? Bien sûr, je l'ai condamné. Au moment où s'était passé en 95 des attentats en Égypte, j'avais écrit une lettre ouverte à mes concitoyens suisses en disant « faut condamner, c'est pas ma religion, c'est une mauvaise compréhension ». Maintenant, moi, ce que je demande à toutes les personnes qui nous regardent ce soir et aux politiciens, c'est pourquoi vous ne dites pas les politiques plutôt que les politiciens? Le mot politicien porte une charge très particulière. Dites ce que je demande aux responsables politiques. Donc, aux responsables politiques, j'ai aucun problème. Les mots ne sont jamais neutres. Non, mais il y en a certains qui sont politiciens. Donc, je demande aux acteurs politiques et à certains politiciens et aux citoyens de faire attention, c'est-à-dire de regarder aujourd'hui le monde musulman et de se rendre compte que l'immense majorité des musulmans sont dans la condamnation, que l'immense majorité des Français de confession musulmane, comme des Européens, comme des Américains de confession musulmane, sont respectueux de la loi, et qu'aujourd'hui c'est avec eux qu'il faut construire. C'est-à-dire de deux choses l'une. Soit on décide qu'on regarde l'extrémisme à travers le monde et on décide qu'on a un problème avec l'islam, ou on conçoit, et ça a été la proposition affirmée de Barack Obama récemment, en disant les musulmans sont nos alliés contre les dérives de certaines lectures. Mais de la même façon que vous avez dit, je viens d'une immigration juive, j'espère que vous êtes mon allié dans les dérives de certains extrémismes juifs, dans la perception d'Israël. Il faut le dire, il faut qu'on soit ensemble là-dessus. Alors là, vous savez, comme je me considère comme le plus mauvais juif de Paris, j'ai aucun mal à vous dire que les extrémismes juifs m'horripilent à peu près autant que toute forme d'extrémisme. Ce sera le mot de la fin. On a entendu donc deux intellectuels débattre à fond, hein, sans concession.